Euh, Pourquoi je suis là à la base? En fait, moi, j'étais data scientist avant. J'ai notamment travaillé dans la Gen AI avant que ça soit un peu à la mode, puisque c'était en 2021. Je travaillais dans une boîte de R&D, une petite start-up, qui a passé. On était assez fort, enfin, le produit était assez intéressant. Après 3 ans de R&D, le produit n'est jamais passé en production et la boîte s'est arrêtée. Et c'était assez frustrant comme expérience. C'était une boîte où il y avait que des techs. En fait, ça m'a un peu donné envie de plutôt penser solutions techniques, revenir un peu au problème. Et c'est justement en fait, ce dont on va parler aujourd'hui de les vrais produits d'IA en production. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre et pourquoi il y en a qui marchent et d'autres qui marchent moins bien. Voilà. Et merci à tous d'être là. En tout cas. Merci beaucoup Gaspard. Donc c'est exactement ça qu'on ne veut pas reproduire, des produits IA avec une très belle IA mais qui ne vont pas être adoptés, qui ne répondent pas à un problème business. Et c'est pour ça que ce soir on a la chance d'accueillir 3 invités qui sont des experts en IA. On va y venir. On a Henri qui est VP Data et Product de Sodexo, Claire, Chief Data et AI Officer chez Malte, et Pierre-Henri, qui est le CTO de la practice Data IA, donc qui est CTO de Sicara, practice Data IA du groupe Théodo. Pour tout de suite entamer et pour tout de suite vous écouter et comprendre un peu d'où vous parlez, je vais vous lancer un peu la première question. C'est un peu quel est votre contexte produit et comment, c'est quoi votre lien avec l'IA? Comment vous avez introduit l'IA à un moment donné de votre produit? Claire, si tu veux commencer. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Ouais, cool. Je réfléchissais ce matin et je me suis dit, ah ben en fait, mon premier modèle IA que j'ai mis dans le produit, c'était à environ 10 ans, et un peu plus de 10 ans. Et c'était un modèle de recommandation de prix sur une marketplace qui s'appelle Turo. Je ne sais pas si ça vous parle. Ils ont racheté Wika récemment, Airbnb pour les voitures. Donc voilà, c'est un algorithme de recommandation de prix, dynamique, etc. pour les hôtes. Et ouais, ça fait 10 ans que je construis avec mes équipes directement, indirectement des produits IA dans le produit, très orienté marketplace. Parce qu'après Turo, je suis partie chez Airbnb du coup jusque septembre 2022. Et depuis septembre 2022, je suis rentrée en France. Maintenant, je suis à Malte où on fait maintenant du matching entre humains, ce qui est encore plus difficile, avec pas mal d'IA aussi. Donc voilà, plutôt orienté marketplace et depuis peu B2B. Voilà, qu'un B2B2C, on va dire. Mais voilà. C'est pas comme intro? Ouais. Bonsoir, Pierre-Henri. Donc nous c'est un peu particulier donc, parce qu'on est une boîte de services. Donc on voit plein de produits d'IA, ou pas d'IA d'ailleurs, différents dans des verticales métiers assez variés. On a lancé Sicara il y a 7 ans et notre premier projet où on a vraiment fait ce qu'on appellerait de l'IA, on va dire, c'était un projet pour un fabricant de sol. On avait intégré dans leur site internet d'exploration de sol une petite fonctionnalité qui permettait d'uploader une photo et d'avoir le sol de la gamme qui ressemblait le plus à cette photo. L'idée étant que ça puisse servir par exemple à des designers qui ont un mood board pour avoir de l'inspiration et qui vont essayer de trouver les sols de la marque les plus représentatifs. Cette fonctionnalité n'a jamais été vraiment utilisée. Donc c'était très marrant techniquement. Nous, on était contents, ça nous faisait un premier projet de reconnaissance d'image. Notre client était content parce que c'était le DSI qui voulait juste faire des trucs tech marrants et on le formait sur le sujet, donc c'était génial. Mais j'ai trouvé ça très frustrant après coup, de se dire qu'on avait quand même développé tout ça, mis des efforts, notre client avait mis de l'argent et ça n'a jamais servi à personne. Donc moi, je viens plutôt du monde de la tech, donc mais c'est le premier élément qui m'a fait, comme Gaspard, me poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un produit qui intègre de l'IA, mais entre guillemets de la bonne manière. Bonsoir à tous. Peut-être sur le contexte produit, Sodexo, vous connaissez peut-être pour les restaurants d'entreprise, les cantines scolaires. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre le restaurant d'entreprise de vous proposer plus de choix, plus de contrôle, plus de personnalisation.
Donc ça va passer par des process de l'organisation, un changement du modèle d'affaires, mais aussi par des outils et des solutions technologiques. Et donc c'est ça que mon équipe s'efforce de construire. Et après, pourquoi l'IA? On a une taille, donc on est présent dans 50 pays, on sert 80 millions de repas par jour. Donc, tout de suite, ça fait un volume de données, d'optimisation à faire, de la supply chain, des emplois du temps des collaborateurs, de la manière dont les restaurants sont organisés qui est assez gigantesque. Et donc, à un moment, on ne peut pas faire ça manuellement. Et même, on va dire, des règles métiers ne suffisent plus. Et donc, c'est dans ces circonstances-là qu'on se tourne vers l'IA. Et notamment, nous, notre premier cas d'usage, ça a été la prédiction de la demande. Donc, savoir combien de personnes vont venir dans un restaurant. Quand il pleut, les gens vont moins sortir. Donc, peut-être qu'ils vont plus aller dans le restaurant si c'est à l'intérieur du bâtiment. Le vendredi, il y aura moins de monde, etc. C'est des choses que vous pouvez deviner, mais on a besoin de comprendre ça avec précision pour gérer nos stocks, pour gérer nos approvisionnements, pour savoir combien de personnes on va devoir faire venir dans notre restaurant. Merci beaucoup. Donc c'est super chaud. On a un beau panel. On a à la fois du B2C côté Malte, mais avec même aussi du B2B, B2B2C. Pas mal d'expérience aussi B2B, avec des déclencheurs différents, plutôt côté marketplace pour Claire, sur du matching, et aussi de traitement de gros volumes de données. Donc ça, c'est vos différences. Il y a un point commun. Est-ce que vous connaissez votre point commun à tous les trois? On ne l'a pas répété. D'ailleurs, on n'a pas répété. Alors, Henri. Ouais, il y a beaucoup d'Henri. Il y a Pierre-Henri Henri. On est tous des ingénieurs, c'est ça? Non, il y a une exception. On est 3 ingénieurs. Henri est l'exception. Non, vous faites tous de l'IA depuis 10 ans. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Voilà, il y en a qui sont devenus IA spécialistes Experia depuis 2 ans, depuis 1 an et demi. Voilà, là on a de la profondeur et de l'expertise et de l'ancienneté, donc c'est hyper intéressant. Et justement par rapport à toute cette vague et cette hype GenAI, moi, je suis curieux de vous écouter. C'est quoi un peu votre réaction quand vous entendez c'est peut-être ces injonctions à insérer de la GenAI dans vos produits ou un peu cette effervescence? Qu'est-ce que vous en pensez, Henri? Alors moi, il y a une citation que j'adore de Warren Buffett qui dit « C'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui nageaient tout nus ». Et je pense que c'est un bon moment pour penser à ça parce que là, la mer est très haute. Et finalement, à un moment, elle va se retirer quand même parce que c'est pas du tout que de la hype, la GenAI, mais aujourd'hui, il y a quand même un niveau d'attente, d'attention, etc., qui est probablement démesuré. Et donc, quand la mer va descendre, moi, mon but, c'est que Sodexo soit pas tout nu. Et les gens qui seront tout nus, c'est ceux qui se seront pas assez suffisamment posé les questions de revenir aux besoins, des bonnes pratiques de product management, etc. Donc, je pense que c'est là pour rester. On voit déjà de la valeur métier évidente. Mais je pense aussi que c'est voilà, le moment où tout le monde est très excité, il faut être un peu contracyclique. Et que je ne sais pas si vous avez le même sentiment, mais dans ces cas-là, quand on travaille sur des produits IA, quand on est dans le genre de rôle qu'on occupe, on est plutôt on dit ça en français, les party poopers, les gens pas rigolos qui disent non mais ça va pas marcher, ça c'est pas sûr que tu dois le faire. Donc voilà, faut aller un peu à l'encontre de la tendance du moment parfois. Yes, pour rebondir là-dessus, le premier projet GenAI, comme on le fait maintenant, qu'on a fait en début d'année dernière, il y avait un data scientist de chez nous et il y avait un développeur dans l'équipe. Et en fait, c'était le data scientist qui était le plus à ralentir les choses parce qu'il était en train de réfléchir à OK, est-ce que j'ai un jeu de données de test? Est-ce que j'ai un cas d'usage pour lequel les erreurs de l'algorithme vont rester viables sans que le produit va continuer à servir à quelque chose, ainsi de suite. Et du coup, effectivement, c'est exactement le party pooper, comme tu dis, parce qu'il apportait ce ralentissement sur l'excitation du projet. Après, ce que je vois, c'est qu'effectivement, c'est un équilibre à trouver, parce que dans le passé, ça nous est beaucoup arrivé de casser complètement l'enthousiasme de clients qui étaient super excités à l'idée de faire des projets techniquement complexes. Et il y a cet équilibre à trouver, parce que des fois, il y a quand même quelque chose à y en tirer, mais ça veut dire qu'il faut travailler sur ce que c'est qu'un produit qui a du sens derrière, sans doucher non plus l'enthousiasme des gens qui se disent qu'il y a un truc à faire, même si on n'a pas encore mis complètement le doigt dessus. Mais ce qui est donc un exercice assez délicat. Et je pense que l'autre chose qui est assez différente par rapport à avant, c'est que c'est devenu beaucoup, beaucoup plus facile, sur certains sujets en tout cas, de faire des POC, d'avoir des premières versions de produits qui suffisent à attirer l'appétence, à se dire qu'il y a quelque chose. Ça peut se faire en quelques heures ou quelques jours sur certains sujets. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est devenu aussi simple pour le passage en production. Il y a des produits qui sont devenus plus simples, mais le gap entre les deux reste important. Et je pense qu'il y a un effet très déceptif
sur certains cas d'usage, je veux dire, ok, bah, si j'ai pu faire un POC en 2 jours, ok, il me faut 3 semaines pour mettre en production. C'est pas toujours le cas. Ouais, beaucoup de similarités avec vous deux, mais même les large language models, peut-être que tu me feras définir. Mais la GenIA, c'est quand même un step trop cool quand on travaille dans l'IA, parce que ça permet quand même de transformer des data non structurées en data structurées. Et ça, en termes pour accélérer les modélisations, etc., c'est game changer quand on a beaucoup de texte, qu'on a beaucoup d'images. Moi, dans nos cas, chez Malte, on est plutôt sur la partie texte, puisqu'on va avoir les résumés des gens, finalement, voilà, comment ils se décrivent, leur expérience passée. Et ça, aujourd'hui, ben, votre LinkedIn, on peut traduire ça dans un système de scoring de compétences avec un large language model. La puissance du multilingual. Nous, un des gros challenges qu'on a, c'est tu as de l'allemand, tu as de l'espagnol, du français, de l'anglais, etc. Et c'est des modèles qui sont très puissants sur le multilingue. Puis de l'autre côté, bon, des clients qui décrivent, c'est ça que je recherche, donc beaucoup de textes. Donc en fait, il y a vraiment une puissance côté langage qui est super intéressante et qui nous permet de passer des steps de performance. Et ce qui est génial aussi, c'est maintenant les gens ils comprennent ce que je fais un peu plus, donc sans que j'ai besoin d'expliquer. Donc ça, en vrai, il y a vraiment une inversion. Je pense que vous l'avez ressenti. Avant, on était vachement plus à expliquer, à essayer d'acculturer les gens au concept, à ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Maintenant, ça s'est inversé. On explique plutôt, oui, là, il n'y a pas forcément besoin de ça, on peut faire plus simple. Et c'est un peu le revers de la médaille, et ça rend le job très intéressant, qui est, des fois, en fait, on pense que la GenIA va être la solution à tous les problèmes. Et derrière, on y va quand même, c'est l'artillerie lourde, quoi. Donc, des fois, en fait, on a des solutions beaucoup plus fines qui vont marcher vachement mieux. Donc, récemment partagé, si ça vous intéresse, sur la classification de texte. GenAI ou pas GenAI, et en fait, un modèle neural assez simple marchait vachement mieux. C'est sur ton blog, Malte. Pas encore, non, on a fait un talk à Data Aquitaine récemment, donc ça va être sur YouTube, je pense, si ça intéresse les gens en free access. Et, et derrière, il y a aussi l'empreinte carbone de l'IA que vous renez, etc. Tu parlais de déploiement, déployer des gros modèles, ça va coûter en temps de performance, etc. Et donc, du coup, finalement, on se retrouve plutôt à conseiller. On est vraiment dans ce rôle où quelle est la meilleure solution par rapport au problème, parce que les gens veulent mettre de la GenAI partout. Donc oui, un peu tous ces aspects en ce moment. Et justement, si on prend un exemple, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut faire de la pédagogie auprès des différents parties prenantes, des différents métiers. C'est vrai qu'on a dans la salle plutôt des profils product, aussi des dirigeants, des leaders. Qu'est-ce que vous leur diriez? C'est quoi votre conseil en ce moment pour eux, voilà, pour essayer de comprendre et de naviguer dans cette nouvelle vague? Je pense que malgré tout, c'est d'explorer. Ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de clients chez qui on a fait des POC en sachant pertinemment que le POC allait vraisemblablement pas donner un produit qui avait du sens. Donc c'était pas la même chose qu'on cherchait à prouver, mais c'était plus un moyen le plus rapide et le moins coûteux possible pour que les gens commencent à mettre les mains dedans, se rendre compte de ce que c'est. Donc je pense à explorer, mais ensuite en prenant du recul sur derrière, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Se poser la question. Et ça, enfin, j'imagine que c'était pareil pour vous, mais bien avant la GenAI, il y avait plein de sujets où quelques règles métiers avaient des résultats tout aussi bons que des algos. Ça n'a pas changé. C'est juste qu'on a encore plus envie de mettre l'IA partout. Donc ouais, je pense que ça vaut vraiment le coup de tester les choses. Et ensuite, par contre, après coup, se dire, OK, maintenant, est-ce que là, vraiment, j'ai besoin d'utiliser des large language models ou de l'IA tout court ou pas, quoi. Oui, je souscris complètement à l'importance du test. Un exemple que j'avais trouvé intéressant chez Sodexo, c'est qu'on a un cas d'usage où on regarde comment utiliser de la GenAI pour nous aider à comprendre les appels d'offres entrants et à y répondre. Et on sait très bien que l'outil tel quel, le POC ou le premier MVP, ne va pas répondre complètement aux besoins. Moi, j'ai poussé très fort là-dessus parce que finalement, en ayant une première version, ce
qu'on a vu, c'est que les premiers utilisateurs, ils nous ont dit bah, je ne comprends pas ce qui m'a poussé comme proposition de valeur, par exemple, c'est pas ce que j'ai envie de proposer. En fait, l'IA, c'est pas magique. Ça va chercher, là en l'occurrence, on l'a connecté à notre bibliothèque de contenu. Donc ce que ça a montré, c'est que la bibliothèque de contenu, elle n'était pas suffisamment structurée, qu'on n'avait pas encore fait le travail de dire c'est quoi les facteurs différenciants qu'on veut mettre en avant, c'est quoi le ton qu'on veut adopter en parlant à tel ou tel client. Et donc, en voyant le fait que l'IA n'arrivait pas à répondre à ce problème, ça a permis à certaines équipes de se dire ok, bah maintenant j'ai envie d'investir du temps dans s'occuper de mon contenu, ce qui est un truc en général pas très glamour, parce que j'ai envie d'avoir mon petit assistant IA dans Teams qui va me pondre mes propositions tout seul. Donc c'est intéressant parce que c'est un cercle d'adoption où il faut être réaliste sur le premier résultat qu'on va pouvoir atteindre, mais ça permet aussi de mettre en lumière tout ce qui va poser problème après, de la qualité de la donnée, tous les enjeux de mise en production et de les rendre beaucoup plus palpables à des interlocuteurs pour qui parfois c'est un peu lointain. Ouais, 100%. On en revient à quel est le problème? Je pense que c'est toujours la première question qu'on pose tous les trois. Et si je vais un peu plus loin, pour un peu plus équiper peut-être l'audience, je pense qu'il y a deux grandes classes de problèmes qu'on voit en ce moment dans les entreprises. Il y a vraiment, est-ce que l'IA en fait va être super stratégique pour mon produit, pour ce que je vends, pour ma stratégie de boîte? Et est-ce que l'IA, c'est un accélérateur d'efficacité interne? Et c'est vraiment deux cas d'usage quand même assez différents qu'on va traiter pas forcément de la même façon, pas forcément avec les mêmes personnes, pas forcément avec les mêmes choix de make or buy. Sur la partie stratégique, généralement, c'est quel est le niveau de maturité aujourd'hui et où est-ce qu'il y a besoin d'accélération? Est-ce que c'est que vous n'avez pas de compétences de personnes sur la partie deep learning, en large language model, etc., pour manipuler ce type de modèle dans votre contexte? Est-ce que c'est un problème de quand vous déployez ces modèles, en production, ça ne marche pas, c'est trop lent, il va falloir du MLOps? Est-ce que c'est que en fait, vos équipes produits, design, tech, elles ne parlent pas encore bien ce langage de l'IA et il y a besoin d'acculturer finalement toutes ces équipes produits là-dessus? Par contre, l'efficacité interne, ça peut être assez différent et ça peut être finalement purement avec une tech plateforme et de voir comment on équipe en fait toutes les équipes à aller tester dans leur contexte, déployer des RAG. Peut-être tu me peux expliquer leur chatbot. RAG. Ouais. Je peux refaire un peu RAG pour l'audience. Oui, RAG, c'est donc on prend un large language model externe on va le demander en fait d'aller chercher l'information dans une base interne de contexte de documents. Donc ces réponses vont être limitées à ce contexte, c'est ce qu'on voit. Donc pour vous donner l'exemple à Malte, on va avoir un chatbot interne de product knowledge. Donc on lui a donné toute notre documentation de product knowledge, très utilisée par le customer support, tous les gens qui viennent de rejoindre la boîte, etc. On a un chatbot HR, donc toute la connaissance HR. On prend en compte chaque pays a des réglementations différentes, etc. Super utile. Et puis plein de cas comme ça sur le légal, sur le content aussi que nos designers utilisent pas mal. Et avec le product marketing. Donc en fait, chaque personne chaque équipe crée leur chatbot. Et nous, on a décidé de faire. Au début, l'année dernière, on a construit quelque chose en interne. Ça nous prenait pas mal de temps quand même, malgré qu'on soit tout intégré à Google Cloud Platform. Et on a décidé finalement de faire un partnership avec Dust. Bon, c'est un super provider pour faire RAG as a platform. Et on s'est dit, non, on ne veut pas être bottleneck, équipe tech. On veut que les équipes, elles aillent jouer avec ça, qu'elles voient ce qui marche pour elles. Et en plus, qu'elles créent du coup du bon contenu, du bon knowledge document pour leur chatbot. Et on voit une explosion de ces chatbots. Et donc, des approches assez différentes. Et on voit un peu ce pattern dans plein de boîtes. Je dirais la majorité des boîtes, en ce moment, on est plutôt sur des problèmes d'efficacité interne, sur des cas d'usage très knowledge chatbot. Par contre, quand on a des boîtes qui sont plutôt sur l'IA stratégique, là, en fait, c'est des gens généralement qui faisaient de l'IA avant. Et en fait, en quoi les LLM peuvent être game changers dans les cas d'usage et faire réfléchir à de nouvelles fonctionnalités ou faire accélérer ce qu'on faisait déjà avec des modèles un peu différents. Merci, justement. Tu veux réagir peut-être? Non, ça m'a fait penser à quelque chose. Non, par contre,
quelque chose qu'on voit qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est que ça devient plus facile sur certains sujets de donner la main à des gens beaucoup moins techniques pour itérer sur ce qu'il est possible de faire. Je vous donne un exemple, alors qui parlera à ceux qui vont aussi au Meetup GenAI. C'est qu'on a développé donc, pour Vidal, qui est le gros livre rouge des médecins, une solution Vous voyez justement. tous, tout le monde est déjà allé chez un médecin avec le gros livre rouge en haut qui trône En sur gros, sur l'étagère. c'est le document qui référence vraiment l'ensemble des médicaments avec toutes les variantes, le générique, chaque marque, est-ce que c'est des gélules, des cachets, ainsi de suite, tous les effets secondaires, ainsi de suite. Et justement, on a développé un RAG pour eux, pour aider les médecins à plus rapidement aller rechercher de l'information avant de faire des prescriptions. Et en fait, une des choses qui a le plus amélioré la performance de l'outil, c'est quelque chose qui a été trouvé par un expert métier, qui était en fait d'aller faire rajouter au modèle le nom de la molécule générique avant d'aller faire la recherche définitive. Et en fait, ça permettait d'améliorer énormément les performances. Et ça, c'est le genre de choses qui est vraiment génial parce qu'en fait, c'est effectivement en testant différents prompts, vraiment quelqu'un qui est métier pas du tout tech, qui a pu aller faire cette exploration qui finalement a amélioré la performance de l'IA sous-jacente. Ce qui, dans beaucoup d'autres contextes, c'est quand même très difficile s'il faut aller toucher à du code et faire réentraîner des modèles par des data scientists. C'est pas quelque chose qui se faisait couramment avant. Et on sort peut-être de la thématique produit, donc tu me coupes si besoin, mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve ça super intéressant ce qui se passe en ce moment sur justement qui peut construire des choses avec la GenAI. Historiquement, les data scientists ont été très très bottleneck, et aujourd'hui on voit en fait que des super applications sont développées par des back-end engineers qui vont manipuler des API, qui s'intéressent un peu à ce que font ces modèles, et je pense que ça nous permet vachement d'accélérer aussi en termes de capacité. Ça veut dire il y a toujours besoin de data scientists, mais du coup, ils vont être positionnés sur vraiment des choses à très haute valeur ajoutée parce que intégrer des API, finalement, c'est vraiment au cœur du métier engineering. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. En effet, on peut faire une petite parenthèse sur justement avec ces nouvelles frontières, ces nouveaux défis. On voit un peu les rôles précédents qui sont plus durs à respecter. Un data scientist bien dans son coin qui explore des algos, un back engineer qui va intégrer quelque chose. En fait, non, tout le monde a accès, même l'expert métier. Un peu question pour la gratter sur quel avenir pour les PM. On a pas mal de PM aussi dans la pièce. Est-ce qu'on invente un nouveau rôle AI PM, Data PM. Quel est votre take quel est votre avis là-dessus? Je pense pas. Gaspard et moi, vous pouvez nous challenger et nous secouer. Moi, je suis pas du tout inquiet pour les PM parce que je pense que c'est un type de métier qui, encore aujourd'hui, est beaucoup plus un art qu'une science, et qui va être quand même difficile à appréhender, même par des modèles assez puissants. Par contre, c'est sûr que ça a un impact assez important sur le métier. Déjà, moi, je trouve le premier écueil, c'est quand on est un data PM ou un AI PM, ça veut dire que rien que dans son titre, on a une solution. C'est déjà un premier écueil parce qu'on dit qu'il faut repartir du besoin et parfois la solution n'est ni la data, ni l'IA, ni quoi que ce soit. C'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est que dans le rôle du product manager, pour moi, donc il y a le fait de bien comprendre le besoin, de creuser le contexte métier, etc. Et ensuite de comprendre ce qui est possible de faire avec de la technologie. Et ça, je pense que ça devient un peu plus difficile parce qu'aujourd'hui, la frontière de ce qui est possible et réaliste de proposer un métier en termes de technologie, elle évolue extrêmement vite. Donc c'est facile d'être trop optimiste ou pas assez optimiste. Et pour finir sur le côté un peu les frontières qui deviennent plus floues, un bon PM, nécessairement, il doit jouer avec de la GenAI. Parce que si votre source de renseignement sur la GenAI, c'est les articles, etc., globalement, vous allez un peu surestimer ce qu'il est possible de faire. Je pense que ça doit faire partie de votre travail, de tester les prompts, d'essayer de créer des choses par vous-même. Ça ne sera peut-être pas le niveau de qualité ou de performance qu'un vrai expert pourra faire, mais ça vous donnera un peu ce sens de ce que vous pourriez proposer à un partenaire métier ou pas. Je sais pas qui. Je suis plutôt d'accord, mais... Il nous a demandé non, mais de ne pas être d'accord tout le temps. Ah, pardon. Ok, je vais m'inscrire en faux. Non, mais globalement, pour moi, au contraire, je pense que le rôle des personnes qui s'intéressent au produit, alors ça peut être des titres, des rôles attitrés de PM ou
quelqu'un de l'équipe technique ou du métier qui travaille vraiment sur le produit devient beaucoup plus important. Parce que justement, il y a certaines solutions techniques qui sont plus abordables. Donc l'univers des possibles est plus vaste. Et aller regarder ce que c'est que le bon produit, où est-ce qu'il faut aller chercher les choses, bah, ça devient d'autant plus important parce que c'est très facile de se disperser. Et là-dessus, par contre, effectivement, malheureusement, je suis d'accord avec toi. Mais aller tester les choses, ça c'est quelque chose que j'observe depuis le début sur les projets où il y a de l'IA. C'est qu'en fait, ça demande une certaine compréhension de ce qu'il est possible de faire ou pas de ces algorithmes pour aller concevoir dès le début un produit qui a du sens. Je pense que la différence fondamentale, notamment, c'est qu'en fait, on n'est jamais certain du résultat. Donc, il faut partir du principe que les algorithmes vont se tromper, quoi qu'il arrive. Alors, peut-être très souvent, peut-être moins souvent. Et penser à son produit en ayant ça en tête dès le début, bah, ça change complètement la donne. On va se poser la question de, OK, est-ce que l'erreur est complètement inacceptable, mais du coup, je vais juste faire une recommandation, j'ai toujours un humain qui prend le relais derrière. Est-ce qu'elle est acceptable, mais dans ce cas, est-ce que peut-être j'ai une solution de relais pour essayer de limiter les dégâts, ainsi de suite. Et donc la réflexion produit, comme l'IA rentre dans de plus en plus de produits, bah, va être de plus en plus importante, quoi, au contraire. Moi, je pense qu'il y a encore plus besoin de PM avec l'IA. Je vous invite à réfléchir, à prendre quelques secondes à réfléchir à une expérience produit qui a de l'IA, une mauvaise expérience que vous avez eue, vous, en tant qu'utilisateur récemment. Je suis sûre que vous aurez plein de choses en tête. Généralement, ce qui ressort quand on parle de ça, il y a beaucoup les pubs sur Instagram. Pourquoi je vois cette recommandation-là? Encore un régime, encore, tu vois, genre, pourquoi? Ça, c'est une mauvaise expérience d'IA. J'ai une anecdote. Moi, j'ai été bannie à un moment d'Amazon, sûrement parce que je regardais un truc derrière un VPN de la télé et ça trigger un algorithme de risque. Mais 2 ans avant de pouvoir réutiliser Amazon, je suis aux US. Mauvaise expérience d'IA. Airbnb, puisque j'étais responsable au moment sur la search. On a des gens qui cherchaient à San José. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les US, c'est au sud de la Californie. Vas-y, refais. Les gens cherchaient à faire quoi? À réserver une maison Ouais. à San José, donc au sud de la Californie. Et ils ont booké à Tijuana, de l'autre côté de la frontière. Voilà, mauvaise expérience aussi de search. Ça fait rigoler, mais en vrai, c'est chaud. Voilà. Donc, en fait, avec l'IA, je pense que ça va demander plus de PM parce que, comme on est sur des choses probabilistiques, en fait, on ne va pas pouvoir, à l'avance, se dire ça, c'est tout ce qui peut tester tous les scénarios. Et du coup, ça demande vachement de réflexion à se dire quelles sont les mauvaises expériences utilisateurs qu'ils peuvent avoir, comment j'y remédie, quelles sont mes solutions UX. Comment je réfléchis avec mes techs, en fait, à quelle fréquence ça va arriver, est-ce que j'ai des solutions, des workarounds là-dessus, comment je vais les traquer, comment je vais les mesurer. En vrai, ça demande, et ça, c'est que purement produit, je dirais, très direct produit. Et après, il y a toute la dimension des risques sur l'IA. Donc, est-ce que est-ce que j'amplifie des biais dans mon modèle? Comment je les traite, comment je prends la décision sur quel est le bon niveau de remédiation, etc. En vrai, ça donne pas mal de boulot. Ça me fait penser aussi quand tu parlais de UX, dans la partie opportunité, je pense qu'un truc qu'on sous-estime aujourd'hui, c'est qu'avec GenAI, il y a aussi un changement finalement des parcours et des interfaces qui est en train de se dessiner doucement. Parce que finalement, ça s'est répandu par ChatGPT. Donc on est repassé, on voit qu'il y a des comportements avant de search qui sont rebasculés vers des interfaces chat. Et les gens qui travaillent sur la voix, je pense que personne ne sait exactement à quoi ça va ressembler. Mais la manière dont on consomme l'info va évoluer. Et même une entreprise comme Sodexo, on commence à voir ça. Donc, nous, on a plein de dashboards. On a Power BI, on a un grand groupe. Pardonnez. Et globalement, on a du middle management qui en peut plus. Ils ont une vingtaine de dashboards. Et donc, ils n'y vont plus. Ça les saoule. On parle de... Et donc, c'est un vrai problème pour nous. Et GenAI, pour le coup, c'est une opportunité parce qu'on se dit, le jour où la personne peut poser une question à un bot en disant c'est quoi mes chiffres de vente du dernier trimestre ou mon taux de waste, etc., et qu'il a la réponse directement, c'est une expérience qui est infiniment meilleure. Je ne sais pas si c'est celle-là qui gagnera à la fin. C'est-à-dire quand on est PM et quand on est designer et globalement quand on travaille dans l'univers du produit, ces nouvelles technologies vont changer complètement même les parcours. Ce n'est pas uniquement de l'augmentation de ce qu'on sait faire maintenant, c'est des manières de consommer l'information complètement différentes.
Merci à vous trois. Donc on voit en effet le rôle de PM a de l'avenir devant lui. Il y a quelques enjeux. Il faut incorporer ce que c'est qu'un produit qui rend des réponses non déterministes et avec aussi des risques globaux, mais aussi des défauts UX qui sont importants. Est-ce que vous pourriez nous partager, on aime bien les anecdotes, un peu même chez Théodo et dans le groupe Théodo, on aime bien les pièces, les objets, les produits concrets que vous avez essayé de lancer, qui n'ont pas marché, ou un produit IA sur lequel vous avez eu un apprentissage, qui a été un échec en termes d'adoption ou en termes de gestion dans la durée. Claire, t'en as tu penses ou on va dire produit IA Je l'ai déjà fait en soi. ou feature AI pour qu'on ait aussi concrètement des repères et de sur quoi on a appris, qu'est-ce qui a raté. On m'a enregistré, c'est ça? Ouais. On pourra le couper, Ouais, pas de on va le souci. cutter. Je donnais 2 exemples d'Airbnb que je partage assez souvent, donc ça devrait être OK. Je pense qu'ils illustrent bien ce qui peut se passer, enfin, ce qui se passe souvent. On est début 2018 et Airbnb alors, est déjà connu un peu partout dans le monde, mais il y a cet enjeu de dire Airbnb, c'est pour tout le monde. Enfin, les gens qui vont à l'hôtel, non, Airbnb, c'est pour vous aussi. C'est pas juste quand vous êtes un grand groupe et qu'il y a une grosse maison, tu peux aussi voilà, voyager avec ton +1 dans une ville, etc. Et donc, il y a Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, qui est sur scène et qui annonce, voilà, on réalise les collections. Collections, c'est voilà, Airbnb pour les groupes, Airbnb pour les familles, Airbnb pour le honeymoon, le voyage de noces, bientôt les work retreats. Et donc comme ça, vous arrivez sur la page d'Airbnb, puis il y a ces catégories, enfin ces collections, C'est use case, quoi. des use cases. Et ça, personne ne s'en rappelle. J'imagine qu'il y a peut-être quelques utilisateurs d'Airbnb, mais personne ne s'en rappelle. Et c'est une feature qui a duré 2 mois, 3 mois. Plein de raisons pour lesquelles ça a échoué. En fait, un listing qui est bien pour les familles, il n'est pas si différent qu'un listing qui est bien pour les groupes. Comment on détermine qu'un listing il est bien pour un use case? Est-ce qu'on couvre assez d'inventaire? Est-ce qu'on a la data pour créer ce type de catégorie? Est-ce que c'est comme ça que les gens viennent chercher? En fait, non, c'est pas vraiment les facteurs discriminants. C'est plus le prix et la localisation, etc., etc., etc. Il y a une longue liste de raisons pour lesquelles ça échoue. Mais c'est parti d'un besoin marketing pour en faire une feature produit. L'autre exemple que je peux vous partager, côté hôte cette fois-ci. Donc en fait, on apprend assez vite à Airbnb que les photos, c'est super clé en fait pour que le guest convertisse. Donc la qualité des photos, etc. Et l'ordre aussi, en fait, parce que l'ordre, il va dire un peu l'histoire du listing et aider les gens à se projeter dans la maison. Et du coup, côté hôte, à un moment, il y a donc une feature avec du LIA qui dit, en fait, on va réordonner les photos de l'hôte. Et puis les hôtes, ils sont là, what the fuck, quoi. Moi, j'ai mis du temps à séquencer mes photos, voilà. Et les autres qui reviennent et puis qui remodifient leurs photos et puis qui disent, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi. Voilà. Donc un autre exemple, en fait, où pas bien communiquer, puis difficile de remodifier les choses, etc. Plein de learning aussi. Plein de learning derrière. Alors, on en revient sur bien poser le problème. Est-ce qu'on a les data pour? Comment on communique aux utilisateurs? Pourquoi on fait cette chose-là? Comment on l'a fait? Le premier problème, c'est un problème plutôt de descente, top-down, peut-être marketing qui avait une idée sur les use cases, de persona peut-être. Il y a ça. On n'avait le pas deuxième, forcément la c'est- data sur les listings pour faire les catégories. On n'avait pas expliqué aux guests comment on avait mis le listing dans telle catégorie. Donc, ils ressortaient dans une search traditionnelle, ni aux hôtes, parce qu'on a le backlash côté hôte aussi. Et le deuxième côté haut, tu dis, c'est plutôt on appelle ça l'explainabilité. Peut-être tu peux développer un peu. L'explicabilité. Et puis aussi, quand on fait une feature comme ça, c'est important de réfléchir à comment on donne en fait à l'utilisateur le moyen de corriger ce qu'on propose facilement. Là, c'était assez painful de refaire tout le travail soi-même. Donc cette réflexion, est-ce que c'est de la suggestion, one click tu valides, ou est-ce que on peut vraiment plutôt que voilà, j'ai fait ce changement et maintenant démerde-toi si tu veux changer les choses. Donc oui, il y a plein de learning, mais je vais peut-être vous laisse partager les vôtres. Bon, je vous ai déjà parlé de mon premier échec sur la reconnaissance de sol, échec vraiment produit là pour le coup.
un deuxième qui me fait toujours un petit peu mal au cœur parce que le projet était vraiment marrant. On a eu une coopérative agricole qui nous avait contacté pour essayer de détecter des cochons cannibales. Alors, ce qui se passe, Redis-le doucement pour des tout le monde. cochons cannibales. Je pense que Donc l'histoire, c'est qu'en fait, si on met trop de cochons dans un enclos, il y en a un petit pourcentage, mais c'est quand même de l'ordre du pourcent, c'est pas ridicule, qui deviennent un peu fous et qui commencent à aller mordre les autres cochons au niveau du groin, de la queue et des oreilles, c'est-à-dire les parties un peu molles et sensibles. Et donc l'idée, c'est d'arriver à les détecter le plus tôt possible avec des signes avant-coureurs pour pouvoir les extraire de l'enclos. Et donc, on avait fait un petit POC comme ça pour pouvoir commencer à détecter ce type de comportement. Notre client était très content du POC. On a fait une estimation du projet complet sur la partie IA. Ils ont dit OK, on est d'accord. Et le projet s'est jamais fait parce qu'en fait, ce qu'on avait raté dans l'expérience complète de notre client, c'est qu'il y avait toute une partie physique derrière du hardware. Il faut installer des caméras, il faut qu'un soit bien placé, il faut qu'il y ait un peu d'éclairage, tout ça. Et en fait, ce cap n'a jamais été passé. Donc encore une fois, l'IA, il y a des cas où un se heurte à de la réalité physique derrière, qui est, il faut des prises de vue, il faut aller récupérer de la donnée sous un format différent, là, qui était des vidéos. Et en fait, si on prenait l'intégralité de ce projet, ça devenait trop complexe et coûteux. En fait, c'était pas la partie algo qui était la plus gênante là-dedans, quoi. Alors, dernier point, enfin deuxième, parce que c'est un peu triché avec le premier. On a travaillé dans la restauration, alors c'est pas avec Sodexo malheureusement, pour faire... Dans l'échec, peut-être. Non, c'est un... Ensuite, ça a été une réussite. un provider de solutions. C'est ça. Donc, on a développé une solution en fait pour faire de la facturation automatique de plateaux repas à partir de photos qui sont prises. J'arrive à la cantine, je prends l'ensemble de mes plats, je pose mon plateau sur une borne, des photos sont prises et mon ticket de caisse sort automatiquement. Et en fait, à un moment, on considérait qu'on avait des algos qui étaient très satisfaisants. Et notre client, qui est le fondateur de la PME avec laquelle on bossait, lui est très sur le terrain. Donc il va voir, il teste, et en fait, il nous dit non mais c'est pas acceptable. Il y a des erreurs qui sont pas acceptables. Nous, on avait des bons taux de réussite de l'algorithme. Par contre, ce qu'on n'avait pas bien pris en compte, c'est qu'en fait, il y a des erreurs qui sont plus gênantes que d'autres. Donc en l'occurrence, si je confonds, je sais pas, un yaourt à la cerise, un yaourt à la fraise, c'est vraiment pas grave. Déjà, c'est acceptable parce que le caissier humain aurait très bien pu faire cette erreur en regardant rapidement. Et on est sur des ordres de prix qui sont extrêmement limités. Par contre, on avait un truc bête, c'est que quand il y avait dans une assiette, avec peut-être de la salade ou autre, il y avait des œufs, mais qui sont facturés à part, ou genre des fruits, genre des prunes, des choses qui ressemblent. En fait, l'algo se plantait assez souvent. Alors que là, du point de vue d'un humain qui voit le passage en caisse, c'est une erreur qu'il n'aurait pas faite. Et donc, en fait, ce dont on n'avait pas tenu compte, c'est que la perception de qualité de l'algorithme était très dépendante du fait que les erreurs étaient des erreurs qu'un humain aurait pu faire ou des erreurs qu'un humain n'aurait jamais faites. Donc, en fait, on a dû retravailler là-dessus sur notre entraînement, sur les jeux de données qu'on mettait aussi en entrée à l'algorithme, pour prendre en compte justement ce type de cas qui était non acceptable du point de vue d'un humain et tout particulièrement notre client. Moi, je vais prendre un avec un happy ending, forcément. Donc c'est un produit qu'on a fait qui s'appelle PowerChef. On prédit, j'en parlais un tout petit peu en introduction, on prédit la fréquentation dans les restaurants. Et donc, on a développé des modèles qui avaient un taux de performance très satisfaisant, qui était plus précis que les managers quand on demandait aux managers de prédire. Donc, on était assez contents de nous. On l'a déployé, puis ça durait, on a fait de l'adoption, on a ajouté des sites. Globalement, on ne voyait pas d'impact business. Et en fait, ça nous a pris un peu de temps pour vraiment s'inquiéter. On a refait une phase vraiment de recherche terrain, etc. Et on s'est rendu compte que nous, on le définit, et on continue parfois à le définir comme un outil qui prédit la demande, mais ça, ce n'est pas un besoin business. Nous, ça nous parle beaucoup parce qu'en plus, derrière les équipes techniques, c'est des gens qui sont experts de ce champ de la data science. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'utilisation qu'on faisait les managers de restaurants, c'était pour les aider à bien gérer les emplois du temps, savoir combien de personnes, à quel moment, qui commence à quelle heure, etc. Donc, on a rajouté des choses qui étaient finalement assez simples. C'est de l'historique sur les heures travaillées, les intérims, etc.
Et en fait, ça a fait le déclencheur d'utilisation qui a fait que le patron de restaurant, il s'est dit, bah, ça, c'est un outil qui va m'aider quand je réfléchis à ma main-d'œuvre. Et le fait d'avoir la prédiction, ça l'aide. C'est peut-être plus je dirais pas la cerise sur le gâteau, mais c'est la petite feature en plus qui fait la différence, mais c'est pas ça qui lui fait ouvrir l'outil. Et donc, voilà, on avait beau avoir toute la méthodologie, les rôles, l'organisation produit, on a fait une erreur relativement basique qui était de définir le produit par ce qu'il faisait plutôt que par le besoin. Excellent, hyper riche, je pense, ces exemples d'apprentissage et de fail. Je propose on va écouter aussi vos questions pour savoir comment dans vos contextes ça peut fonctionner. Je vais vous faire passer le micro. Voilà, n'hésitez pas, on a une petite 10-15 minutes pour écouter et pour vous poser toutes vos questions au speaker. Bonjour, merci pour vos échanges. Je suis Shannon, indépendante. Et je me pose des questions aujourd'hui sur le IA et tout ce qui était charte éthique, on veut dire. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu beaucoup parler aujourd'hui. Ça peut créer des biais. Et du coup, je vous pose la question, est-ce que vous avez un protocole que vous surveillez pour être sûr de ne pas créer des biais dans vos données? Et comment vous le monitorez et être sûr que c'est bien suivi? Bon, encore une fois, nous, ça va être très dépendant effectivement du contexte de nos clients. Après, je relève un point qui est ajouter des biais dans nos données. Souvent, les biais sont déjà dans les données, en fait. Alors, j'imagine sur la donnée humaine, que chez Malte, il doit y avoir plein de biais déjà intégrés. Alors, sans doute aussi chez toi, mais j'ai moins d'imagination. Donc, typiquement, ça, c'est des choses qu'on a pu voir. J'avais un projet qu'on avait fait dans le passé où il fallait aller prédire des taux d'accident de la route. Et on s'est rendu compte qu'une des features déterminantes, c'était juste le sexe de la personne. Parce que apparemment, les données corroborent le fait que les hommes vont prendre un petit peu plus de risques. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet sur lequel on pose la question, est-ce que je garde ça, on n'est pas censé, c'est pas des features qu'on est censé utiliser ou pas. Et en même temps, elles sont prédictrices d'une réalité, quoi. Donc ça, c'est un exemple où la question s'est posée. L'idée, c'est qu'on a essayé de ne pas tenir compte explicitement de cette feature, voir s'il y avait d'autres choses qui peut-être allaient être d'autres features sous-jacentes intéressantes qui avaient de l'impact à ce niveau-là, quoi. Merci pour la question. Je pense que c'est la question la plus importante quand on construit des produits avec l'IA. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le sujet à Airbnb. À la fois, on a eu le problème, on a eu aussi l'opportunité pour que ce soit vraiment un problème interne qui soit priorisé, que les biais de discrimination raciale soient importants sur le marketplace comme Airbnb. Dans la nature, les gens font de la discrimination raciale et donc quand ils louent le logement de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on voit dans les attitudes à travers le monde. Et du coup, très important de voir, en fait, déjà de le mesurer. Et le mesurer, c'est super dur parce qu'on ne connaît pas forcément le background ethnique d'une personne ou la perception du background ethnique. Ça, c'est un gros challenge. Une fois qu'on peut le mesurer, du coup, on est équipé pour prendre des décisions. On peut traquer comment on l'impacte lors des B-tests et est-ce qu'on arrive à le corriger. Et puis après, il y a différents niveaux. Où est-ce qu'on met la barre ? Est-ce qu'on est OK avec la même chose que dans la société ou est-ce qu'on essaye complètement de le mettre à zéro ? Et ça, c'est une décision qui n'est pas prise par la boîte, quelque chose qui doit être prise par la collectivité, déjà la communauté autour de la boîte ou le politique avec un grand P. Et déjà, on a eu le challenge pour mesurer ça. Donc, on a travaillé avec des académiques, des ONG sur comment on fait ça, qui nous ont dit non, en fait, collecter, mesurer le background ethnique, c'est pas OK. Le storer comme ça, c'est pas OK. Par contre, vous pouvez mesurer la perception du biais ethnique. Et ça nous a vachement aidé. Et en plus, c'est ce qu'on essaie de mesurer. Ensuite, on a eu des résultats super intéressants qui est, en fait, tout le système de revue, de réputation, il vient en fait gommer ça. Donc ça, c'était super encourageant parce qu'on se dit, on a des outils pour corriger ça. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres choses algorithmiques qui viennent amplifier ou non comment on va distribuer un certain quartier versus non. Et donc, on a mis en place un système de métriques autour de ça. Moi, je débarque chez Malte. On sait que dans le monde de l'emploi, il y a beaucoup de biais.
Et donc, en fait, quand on va utiliser les données des humains historiques, bah, quels sont les biais qu'on capte? Quels sont ceux qu'on amplifie quand on va introduire finalement du machine learning dans un produit comme ça? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint la boîte, parce que je pense qu'il y a vraiment, on peut faire la différence selon comment on construit ces algorithmes et comment on construit ces produits. C'est un peu plus, on part d'un peu plus loin en Europe pour travailler sur la question des biais, parce que déjà, chaque pays a sa réglementation. Versus aux US, vous avez voilà, les catégories sensibles et vous pouvez avoir des procès. Donc en fait, déjà, ça clarifie les choses et ça rend les choses très claires pour le décideur, le CEO. En Europe, il y a des différentes définitions par pays. Et en France, par exemple, le background ethnique, c'est même pas quelque chose qu'on peut mesurer. C'est interdit par la loi. Donc il y a plein de questions sur comment on approche ça au niveau de l'Europe, comment on mesure les choses, qu'est-ce qui est OK de faire, qu'est-ce qui n'est pas OK de faire. Moi, je crois beaucoup au partenariat avec l'académique et les ONG là-dessus. Donc avec Malte, on est rentré dans un partenariat avec un groupe de recherche qui est financé par la Commission européenne, dans lequel il y a plusieurs boîtes et il y a pas mal d'académiques qui vont nous aider à avancer sur ces sujets-là. Et on a aussi en interne recruté quelqu'un qui a fait un doctorat en explicabilité du ML pour nous équiper à, en interne aussi mieux processer ça. Donc tous les trucs classiques de ne pas mettre la feature, etc., ça on le fait. Mais il n'empêche que même là, en fait, on ne sait pas si par exemple, je ne sais pas, est-ce que les femmes, elles écrivent des descriptions plus longues que les hommes et en fait, être bref, c'est mieux pour la conversion. Je ne sais pas. Est-ce qu'elles utilisent du langage un peu plus soft? Et en fait, du coup, l'algorithme, il va me scorer un petit peu plus faiblement les compétences. Donc, c'est super important, en fait. Et ça, c'est des hypothèses, mais il y a plein d'hypothèses que je n'aurais pas. Donc, comment on s'équipe pour aller, en fait, découvrir, mesurer ces biais et surtout aussi s'équiper pour les corriger ensuite. Beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. Et je pense que tu as raison, c'est une des questions les plus importantes sur la communauté des produits à avoir cette awareness-là. Merci beaucoup. Une autre question? Merci, bonsoir. Laurin, je suis chef de produit dans la décarbonation, donc mesure d'empreinte carbone et de décarbonation. J'avais une question pour vous sur l'impact justement de ces IA. On sait que voilà, ça prend une grosse hype, que tout le monde utilise parfois sur des mauvais use cases. À quel point est-ce que vous avez pu vous rendre compte de l'énergie que ça consommait, comment dire, d'à quel point est-ce que ça pouvait être lourd aussi comme technique, et à quel point est-ce que la lourdeur de ces algos-là, de ces réseaux de neurones, entre en compte dans vos choix de technologie? Est-ce que pour l'instant on est totalement débridé, c'est-à-dire que la question ne se pose même pas, ou est-ce qu'elle commence déjà à se poser parce qu'on se dit en fait voilà, le GPU sur lequel on veut le faire tourner en local est quasiment HS, ou alors ça coûte trop cher de faire des requêtes. Voilà. Est-ce que ça rentre déjà en compte ou pas encore? Le coût ou aussi l'impact Donc, environnemental. les deux sont corrélés. Donc moi, je rentre plutôt sur l'impact environnemental, mais voilà, le coût aussi, c'est intéressant. Moi, je peux répondre pour Sodexo. Donc, oui, c'est pris en compte. Aujourd'hui, on est quand même encore beaucoup sur la GenAI, sur des phases d'expérimentation. Donc, finalement, on teste avec GenAI. Par contre, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que si ça marche, on sera capable de le passer à l'échelle? Et c'est vrai que les deux, pour le coup et l'empreinte carbone étant très corrélés, ça va coûter trop cher et ça va avoir trop d'impact, sont très liés. Donc, j'aurais du mal à distinguer la contribution relative. Mais c'est une question qu'on se pose. Et globalement, on a un arbre de décision qui est si on peut se passer du GenAI et utiliser des modèles AI plus classiques, on le fait. Et si on peut ne pas utiliser d'AI, c'est encore mieux. Donc, quelque part, on teste, mais avec l'idée que la meilleure solution, c'est la solution à la fin la plus simple possible. Ouais, assez d'accord. Pour prendre un exemple, on a fait l'an dernier un projet d'analyse de documents où en fait, la première approche, on a mis du GPT-4 partout, vraiment pour tester justement est-ce qu'il y a du potentiel sur le produit, est-ce que la technologie permet d'y arriver. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a des endroits où je peux mettre quelque chose de plus simple? Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, avoir des perfs un tout petit peu moins bien, mais ça va être plus rapide, parce que c'est aussi un facteur relativement corrélé qui est effectivement le temps que peut mettre l'algo à répondre. Moins cher, effectivement, moins impactant en termes d'empreinte carbone. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est quand même à prendre en compte, au-delà de la consommation énergétique, qui est aussi le matériel lui-même. C'est-à-dire, en fait,
il y a toute la question de où est-ce que ça tourne. Et typiquement, l'AI on the edge sur des devices, c'est parfois beaucoup plus impactant en termes d'empreinte carbone, même si ça n'est pas forcément plus en termes de consommation électrique pour le coup, que d'aller faire tourner ça dans un data center où on mutualise beaucoup plus en fait le matériel avec l'impact sur les terres rares, ainsi de suite, quoi. Ouais, deux choses là-dessus. D'un point de vue technique, 100%, parce que c'est corrélé avec les coûts. Sauf sur la GenAI, on voit qu'on n'est pas facturé le vrai coût. Donc, en fait, on a des problèmes. Ouais, on challenge vachement. Je ne sais pas si les gens de Google, etc., dans la salle, mais on a vraiment besoin des cloud providers qui soient vachement plus transparents sur l'empreinte carbone côté LLM, ça c'est clair. Après, si ça t'intéresse, on a aussi publié un peu tout un set de librairies, nous, et de techniques qu'on utilise pour aller réduire en fait l'empreinte de ce qu'on fait parce que c'est super important et oui, on est accountable là-dessus aussi. Et de la même façon qu'on a sur la question des biais, en fait, c'est super intéressant sur la question du contrefactuel. Dans le cas du matching pour le recrutement, on voit que les humains sont très biaisés. Et donc, en fait, quand on met de l'IA, ça expand l'horizon. On débiaise les humains, en fait, qui vont faire ce recrutement. Et de l'autre façon, comme on utilise l'humain pour aller corriger les biais des algos. Donc, on réfléchit vraiment comme ça. Et côté ML, c'est la même chose. C'est souvent quel est le contrefactuel. Et nous, on voit des fois que mettre en place un algo, ça va éviter d'envoyer peut-être 20 emails par un humain qui va faire. Tu vois, donc, il y a toujours cette question du contrefactuel qui n'est pas évidente là-dessus, mais c'est un peu comme ça qu'on essaye d'y réfléchir aussi. Merci beaucoup. Si je peux donner un ordre de grandeur, parce que je trouvais juste ça intéressant au vu du sujet de la conférence, le téléchargement d'une image sur Dali, c'est à peu près, en termes de consommation électrique, c'est à peu près l'équivalent d'un chargement de 0% à 100% d'un téléphone comme celui-là. Classique, Samsung, voilà. Donc c'est de 0 à 100% juste pour une image sur Dali. Et le numérique, c'est actuellement 5 à 6% des émissions mondiales. Ça évolue de plus 9% par an. Et on doit réduire de 100% en fait, les émissions à l'horizon 2050 pour éviter des catastrophes. Et voilà, je vais juste le rappeler parce que ça me semblait intéressant à avoir en tête. Merci beaucoup, Laura. Tu as complètement raison. Hein, pourquoi faire de la GenAI sur de la classification de texte, par exemple, tu vois, quand on n'a pas besoin complètement. D'où les approches frugales, en effet. Toujours, du coup, il faut de l'éducation, il faut de l'ancienneté dans l'IA pour savoir qu'il y avait des choses qui existaient avant les LLM, moins coûteuses, moins consommatrices. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, dans quel ordre? Vas-y. Bonsoir, je m'appelle Aliénor, je suis product manager et j'avais une question peut-être un peu plus micro, mais comment vous évaluez l'accuracy de vos modèles? On parlait du gap entre le POC et la mise en production et l'industrialisation. Et donc cette accuracy, est-ce que vous avez un seuil pour passer en production que vous donnez à vos équipes? Alors, on va pas être d'accord. On n'avait pas parlé du sujet. On n'avait pas parlé du sujet et c'est le but de... Déjà, il y a plein de métriques possibles pour un même contexte. Alors, là, on va pas être d'accord, c'est que je considère que c'est important de se définir une métrique, notamment pour les équipes techniques, pour savoir comment elles s'orientent. Ensuite, le gros biais, c'est ça que je l'ai vu au début, on a fait l'erreur plein de fois, c'est d'arriver plein d'innocence et de demander à notre client, OK, combien il te faut? Est-ce qu'il te faut Ils répondent tous soit 99, soit 95%. Ça, on n'est pas très avancé. Mais blague à part, souvent on peut ramener ça à des impacts en termes, je sais pas, de temps gagné, à quel niveau de seuil on commence à vraiment gagner du temps par rapport à en faire perdre aux gens, juste parce que l'algorithme se trompe trop souvent, ce genre de choses. Et après, souvent, en fait, on va aussi avoir des trade-offs à trouver. Je vous donne un exemple. On a fait un projet il y a quelques années pour une compagnie pétrolière pour essayer de les aider à détecter en fait ce qu'on appelle les kicks, qui sont des moments où il y a des remontées de boue, de gaz qui peuvent faire exploser la plateforme avec, dans le pire des cas, des morts à des marées noires. Donc évidemment, l'enjeu là, c'est d'en rater un minimum possible. Mais là où il y avait... je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Là où il y avait quand même un équilibre à trouver, c'est qu'en fait, si l'algorithme était trop orienté vers le fait de tous les détecter, les événements, d'en rater aucun, ce qui allait se passer, c'est qu'il allait remonter très régulièrement des faux positifs. Et donc, il y a ce qui se passe, qui est le phénomène d'erreur fatigue, c'est-à-dire que les personnes derrière qui doivent décider si elles doivent réagir ou pas, passent leur vie à avoir des alertes, et donc finalement finissent par ne plus du tout regarder l'outil. Et donc là, il y a deux choses. Il y a un qui est effectivement trouver cet équilibre en se disant, OK, c'est quand même un petit peu mieux qu'avant, même si j'en rate quelques-uns, mais je passe sous la barrière du seuil où vraiment ils n'en peuvent plus.
Et après, il y a un deuxième sujet qui est de réfléchir à comment je rends le plus facile possible l'élimination des faux positifs. Et donc là, ça demande vraiment d'aller sur le terrain, de comprendre ce qu'un opérateur regarde quand il va se poser la question de est-ce que c'est un faux positif ou pas. Et donc, il y a une vraie réflexion derrière UX aussi sur ce qu'on leur montre pour y arriver. J'ai un tout petit peu débordé la question, mais... Moi, j'aime pas fixer la performance. Alors, il faut trouver la bonne métrique. Pour moi, l'accuracy, de toute façon, dans un produit, c'est un moyen. Si le produit est utilisé, adopté, qu'il y a un PMF, etc., le niveau d'accuracy m'intéresse plus beaucoup. Et après, je pense que tu parlais Claire, du contrefactuel. En tout cas, chez Sodexo, c'est un réflexe qu'on essaye de développer. C'est quand on demande aux gens, toute erreur est inacceptable. Et en fait, je parlais de prédire la fréquentation. Ben, on va comparer au gestionnaire d'un restaurant. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier réflexe, c'est de se dire, est-ce que la machine est meilleure que l'homme? Et en vrai, on commence par faire cette analyse. Elle n'est pas très intéressante. Enfin, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que l'information que la machine va apporter au gestionnaire de restaurant va lui permettre d'être meilleur que lui-même tout seul. Et c'est ce gap-là, en fait, où on va créer de la valeur. Et il faut que ce gap-là soit important. Après, est-ce que c'est... Enfin, le chiffre exact, en vrai, il évolue dans le temps. C'est important de le mesurer, c'est important de vérifier qu'il n'y a pas trop d'évaluation. Mais ce n'est pas vraiment comme ça qu'on va manager le fait que le produit fonctionne bien ou pas. Moi, j'ai jamais construit de POC quand j'ai un développement du produit. Donc, j'ai peut-être pas forcément la même façon de développer le produit qu'il peut y avoir comme practice en France. On a toujours construit pour déployer pour la scale. Et c'est pas la question de l'accuracy qu'on se pose. Moi, je pense que ce qui est super important, c'est de revenir sur c'est quoi ces mauvaises expériences qui peuvent se passer. Quelle métrique je vais regarder. Et en fait, pas toutes les expériences sont les mauvaises expériences sont sur le même niveau sur le même champ d'égalité. Quand on regarde la conversion, ou qu'on regarde l'inverse de la conversion, on fait un moins tous les gens qui n'ont pas converti. Et derrière, tous les gens qui n'ont pas converti, en fait, il y a plein d'expériences différentes. Il y a peut-être la personne, en fait, qui a cliqué 10 fois sur un lien et ça ne marchait pas. C'est une super mauvaise expérience. Et l'autre, simplement, n'était pas très décidée. Et dans mes gens qui ont peut-être contacté le customer support, il y a peut-être cette personne qui est partie à Tijuana alors qu'elle avait booké. Ça, c'est une super mauvaise expérience. Et donc moi, ce qui m'intéresse plus quand on développe le produit, c'est de dire, listons ces mauvaises expériences et équipons-nous pour les mesurer. Et c'est ça qu'on va chercher dans toute la phase finalement de produit. Et des fois, on en rate, hein, bien sûr. Des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et ça développe vachement d'empathie pour l'utilisateur. Et ça nous fait focus en fait sur les areas de l'algo qui sont plus sensibles, comme tu disais. Pas toutes les erreurs sont les mêmes quand tu analyses ton assiette, par exemple. Voilà, une façon indirecte de répondre à l'accuracy. Merci. On va prendre l'autre et la dernière question. Bonsoir Frédéric, je suis du conseil pas mal en environnement en hypercroissance avec des bonnes briques techno. On a parlé de l'éthique, on a parlé de l'écologie, donc le dernier c'est le social. Je vais reprendre juste l'ouverture de Davos où le FMI disait que 40% des emplois étaient menacés par l'IA. Je voudrais bien vous entendre sur cette question. On côtoie pas mal de dirigeants dont certains sont largués sur la data et se disent là il faut y aller à fond, GenAI, tout ça. Et on voit que l'accostage, comme tout à l'heure tu disais sur l'UX, il va y avoir des gros changements. L'accostage homme-machine est en train d'évoluer assez significativement. Donc, j'aurais voulu voir votre vision là-dessus. C'est une bonne question. On continuera la discussion aussi à l'apéro. Mais... Côté Sodexo, quelque part, c'est presque facile de répondre à ça parce que dans le domaine de la restauration, en fait, on voit ce que nos clients demandent et ce que les consommateurs demandent, c'est une expérience et il y aura un contact humain. Il y a un contact humain déjà parce qu'en termes de toute la chaîne, on est très loin de pouvoir automatiser et nous, ce n'est pas du tout un objectif. Et ensuite, parce que les meilleures expériences, tu parlais parce qu'on peut raisonner en termes de mauvaises expériences ou les meilleures expériences, c'est aussi quand l'équipe de site crée le bon contact avec les consommateurs. Donc finalement, nous, les cas qu'on a d'IA, ça va être de l'aide à la décision et on considère que dans notre secteur, il n'y aura pas de... Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un gros impact sur l'emploi. Après, c'est aussi la position du groupe Sodexo de dire, là, on est un très grand employeur, on offre des opportunités aussi à des gens de
trouver des débouchés professionnels, etc. Et donc, on veut utiliser l'IA dans cette optique-là plutôt que pour aller chercher de l'automatisation. C'est forcément une question qu'on se pose beaucoup à Malte, puisqu'on regarde avec les freelances, en fait, comment les freelances évoluent et côté client, en fait, quel type de demande et est-ce que ça change, en fait, leur demande pour des talents. Et je pense qu'il y a deux points de vue sur ce type d'innovation, de disruption technologique. Il y a le point de vue perte d'emploi, tu parles, et il y a une autre théorie qui est sur, en fait, la supply crée la demande. Et en fait, que l'IA va générer sa propre demande et que du coup, en fait, il y aura plein de nouveaux emplois. Je pense que le challenge, c'est la vitesse de transition, le temps d'adaptation, l'upskilling, etc. Donc, côté moins de demandes, aujourd'hui, on ne l'observe pas sur 2023 et Q1. Je pense que c'est peut-être un petit peu tôt, puisque les boîtes sont encore en phase assez d'exploration. On a vu sur H1 2023 qu'il y avait ces questions de légalement, etc. Qu'est-ce que je peux faire ou pas? Est-ce que j'interdis ChatGPT en interne? H2, c'était quelle doit être ma stratégie d'IA? Et plein de boîtes se sont dit, en fait, je ne suis pas encore prêt niveau data, donc j'ai plutôt accéléré ma transformation digitale et de carré côté data. Puis il y en a qui sont commencés à se lancer. Donc c'est encore au début, je pense. Et côté talent, on voit en fait que les gens, côté freelance, les freelances, c'est des profils, si vous n'êtes pas familier, qui sont généralement les profils les premiers à s'upskiller, à adopter de nouvelles compétences. Et on le voit, on l'a vu à la fois sur les profils tech, où les data scientists sont partis s'upskiller en Gen IA, en large language model, etc. Et sur les autres profils tech aussi, en engineering, on voit ces compétences-là. Mais quand on regarde en fait les freelances qui sont montés en compétences sur l'IA l'année dernière, la moitié, en fait, c'est des profils non tech qui ont adopté ça comme outil dans leur métier, dans leur quotidien, et qui en fait opèrent différemment en design, en communication, en marketing, etc. Et qui viennent en fait avec de l'IA qui vient les assister, les augmenter. Et je pense que c'est plus en fait cette question de les gens qui vont l'adopter et vont évoluer avec ça. Par contre, les profils qui sont peut-être un peu plus en retard sur l'adoption, ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, on regarde ça de près et c'est intéressant de voir en fait le niveau d'adoption qu'il y a déjà en fait en termes de compétences sur le marché aujourd'hui. Je ne prétends pas être devin sur les sommes nettes positives et négatives. Ce qu'on voit, c'est quand même que les produits qui marchent, alors je ne parle pas spécialement avec GenAI, mais en général, quand le produit marche bien, c'est que ça va vraiment aider quelqu'un quelque part. Donc, typiquement, si je prends l'exemple du Vidal, le but n'est pas de remplacer le médecin, parce que de toute façon, c'est le médecin qui a la responsabilité de prendre la décision finale. Donc là, ça va plutôt leur faire gagner du temps plutôt que d'aller farfouiller dans un bouquin ou sur la version internet du Vidal. Et donc en fait, par contre, leur métier se déplace du coup. Parce qu'ils vont passer moins de temps à aller explorer pour trouver l'information et peut-être plus de temps, effectivement, donc on a la partie humaine de la réflexion avec le patient pour aller discuter avec le patient, pour extraire les bonnes infos, peut-être qu'il n'aurait pas donné spontanément, ce genre de choses. Et ensuite, on le voit aussi en interne. C'est un sujet pareil. Moi, je sais qu'au tout début, j'ai des data scientists qui m'ont dit OK, en fait, est-ce que mon métier va disparaître dans 2 ans? Donc, même les métiers techniques se posent ce type de questions. Aujourd'hui, je vois plutôt les choses dans l'autre sens, en tout cas sur la data, parce qu'en fait, ça tire plein de sujets. Il y a plein de boîtes qui viennent nous voir en nous disant OK, on veut faire de la GenAI, mais en fait, on n'a pas de données, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, qui veulent faire des projets de data platform. Alors, ça, c'est un autre problème. Donc, à date, et après, encore une fois, ce que j'observe sous un prisme extrêmement réduit, c'est que ça crée plutôt d'autres besoins. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est sans doute dur en termes de social un peu macro, c'est qu'il y a un besoin de transformation fort et de reskilling. Je pense qu'on a la chance d'être dans un domaine la tech qui bouge beaucoup depuis tout le temps, donc les gens sont habitués à se reformer sur d'autres choses. Il y a plein de domaines où en fait c'est des métiers qui bougent beaucoup plus lentement. Et ce qui va être dur en fait, c'est de faire les transitions. Tu parlais du fait qu'on va sans doute passer d'un mode, je sais pas, je fais des recherches sur Google à des modes de fonctionnement très différents d'interaction via des chats, la voix ou autre. Ça par contre c'est un changement qui sera sans doute pas forcément facile à l'échelle de la société. Après voilà, je n'ai pas toutes les réponses non plus.
Merci à tous pour vos excellentes questions. On a découvert un champ large. Merci beaucoup Pierre-Henri, Claire et Henri pour vos partages et vos échanges sans tabou et sans filtre. On peut maintenant continuer la discussion autour d'un petit verre et vous pouvez venir poser toutes vos questions aussi qui vous restent aux speakers, à aussi Gaspard et moi-même. On est à votre dispo si vous voulez continuer la conversation ou avec d'autres AI, PM avec qui on creuse. C'est les nouveaux défis de cette problématique, de ces nouveaux produits AI Product. On essaie de peaufiner nos convictions et de consolider nos apprentissages. Donc n'hésitez pas aussi à venir échanger avec nous. À très bientôt et à tout de suite pour le verre. Merci à tous.